Rebonjour tout le monde et bonjour aux nouveaux arrivants et aux nouvelles arrivantes. Euh, Encore merci pour votre présence. Merci aux trois communicants, communicantes et à Julien qui va discuter cette session. C'est pas la plus facile, c'est celle d'après le repas, mais j'imagine que vous saurez retenir notre attention. On va écouter d'abord Marion Guénaud, chargée de recherche au CNRS, rattachée au CESDIP, qui va nous parler de son immersion au sein d'un syndicat policier CGP FO Police, si je me souviens bien. On va ensuite écouter Adrien Mével, doctorant rattaché au laboratoire à Rennes, le laboratoire à Rennes, à l'université de Rennes, qui va nous parler, lui, de son immersion au sein des polices municipales et des polices nationales. Et enfin, on va écouter Gilles Dalloiran, maître de conférence rattaché au Sens, un local, qui va, lui, nous parler de son immersion au sein des manifestations violentes, principalement à Nantes. Bonjour à toutes et tous. Alors, tout d'abord, merci aux organisateurs et organisatrices de ces journées d'études pour cette belle occasion de parler méthode et épistémologie. Je trouve que c'est vraiment très, très appréciable. Bon, pour cette communication, alors je voulais partir d'une idée qui est assez fondamentale et qui va sans doute paraître assez basique lorsqu'on réfléchit à l'ethnographie, et qui est l'idée du paradoxe de l'observateur. Donc, à l'origine du paradoxe de l'observateur, on trouve donc le linguiste William Labœuf, alors je ne suis pas sûr de la prononciation, mais en tout cas, vous l'avez à l'écrit sur le diapo, avec la question donc, que recouvre le terme de paradoxe de l'observateur, qui est de savoir comment les gens parlent dans leur contexte social de référence, sans que le dispositif déployé justement pour capter ce parler ordinaire, c'est-à-dire par exemple le contexte d'entretien, donc sans que ce contexte et la présence de l'enquêteur n'altèrent en fait ce parler. Olivier Schwartz, dans sa postface à la traduction française de Sociologie du homo de Neil Anderson, intitulée L'empirisme irréductible, reprend cette idée, donc en la transposant à l'ethnographie. Et bon, c'est une idée qui, comme je le disais, peut sembler un petit peu basique a priori, puisque toute entreprise ethnographique porte en soi une interrogation sur la pureté, entre guillemets, des données recueillies, puisque si on transpose donc ce paradoxe de l'observateur, observer un groupe ou un espace social implique dans une démarche ethnographique de l'intégrer, donc de le perturber. Donc à partir de là, que faire du matériau produit par cette méthode? Donc Olivier Schwartz identifie dans cet écrit deux réactions extrêmes par rapport un peu à ce problème fondamental. D'une part, une réaction qui serait donc un empirisme naïf, c'est-à-dire le fait de négliger ces perturbations et de ne pas les prendre en compte réellement dans le cadre de l'analyse. Et de manière symétrique, la surestimation de l'importance de l'ethnographe, c'est une sorte en fait de nombrilisme méthodologique qui consisterait à penser que l'ethnographie ne peut produire des données que sur la relation d'enquête, pas sur l'objet social qu'elle camouflerait, lequel deviendrait en fait inaccessible. Donc entre ces deux positions extrêmes et symétriques, Schwartz propose une voie médiane en écrivant que s'il est nécessaire de reconnaître que la présence de l'ethnographe induit des effets sur son terrain, c'est cependant surestimer la centralité sociale de l'observateur que de penser que ces perturbations obèrent les phénomènes endogènes à l'objet, c'est-à-dire que les systèmes de contraintes et d'interdépendance dans lesquels sont pris les agents que l'on vient étudier ne disparaissent pas magiquement à l'arrivée de l'ethnographe. Donc par conséquent, il apparaît qu'il est possible de produire de la connaissance sur un objet social par l'ethnographie, on est rassuré, à condition néanmoins de différencier les effets induits par la présence de l'observateur sur son terrain, je parlerai d'effets induits ou d'effets exogènes dans la suite de cette communication. Donc d'une part ces effets induits et d'autre part des effets endogènes, c'est-à-dire des résultats des mécanismes internes à l'objet social ou à l'espace social investigué. Lorsqu'on s'arrête sur ces effets induits, c'est souvent sur le mode du parasitage et de la question de savoir comment on limite ces perturbations et quelles ficelles du métier on peut actionner pour réduire la distance sociale. C'est un angle de réflexion alors, qui a pu être abordé et qui pourra être abordé à d'autres moments de ces journées d'études, que moi je vais laisser de côté ici pour me concentrer sur une autre question, qui est de savoir comment la distinction donc, entre effets induits et effets endogènes et l'articulation entre ces deux types d'effets
permet de construire une connaissance approchée de l'objet, donc en l'occurrence une connaissance de l'espace policier. Donc cette démarche, je propose de l'utiliser sur l'enjeu du rapport des agents de police à la violence apparaissant comme quelque chose de consubstantiel à la police, alors pas forcément pas dans le sens d'un recours systématique, mais car il s'agit, surtout si on s'intéresse, comme c'est mon cas ici, à la police de sécurité publique, car il s'agit de son moyen spécifique. Donc je m'intéresserai en fait à deux manifestations de la violence. La violence exercée par les agents de police, donc celle à laquelle on pense le plus spontanément, donc qui renvoie à la violence comme moyen coercitif, mais aussi quelque chose auquel on peut peut-être moins penser a priori, qui est la violence comme risque perçu par les agents, c'est-à-dire comme danger physique dans le cadre des intégrations avec le public. Pour préciser un petit peu de manière méthodologique, le matériau ethnographique sur lequel je m'appuie, donc, il a été produit dans le cadre d'une thèse de sciences politiques, donc qui est en cours d'écriture, au cours de laquelle j'ai réalisé des périodes d'observation, donc qui allaient d'1 à 2 mois en police municipale et en police nationale, dans 3 grandes villes françaises. Et donc au cours de ces périodes d'observation, j'ai suivi des équipages de différentes unités sur l'ensemble de ce qu'on appelle une vacation, donc à la fois en patrouille et en poste de police ou en commissariat. Donc ici, je ne vais pas insister sur les contrastes entre les différentes villes, ce n'est pas mon propos que d'investiguer les différences infranationales. Je mobiliserai 2 types de caractéristiques pour la suite de l'analyse, donc qui sont sur le diaporama. La différence entre police municipale et police nationale, étant entendu que j'ai surtout enquêté en police municipale, mais j'ai également du matériau en police nationale, et les unités généralistes et unités d'intervention. Une distinction qui peut être un peu grossière, mais qui a pour avantage en fait de faire tenir ensemble, enfin d'araser au moins dans le cadre de cette communication les différences organisationnelles en fait, d'une ville à l'autre ou d'un service à l'autre. Donc les 2 arguments que j'aimerais présenter dans cette communication sont les suivants. Un premier argument sur les effets induits, qui serait que la présence de l'observateur n'entraîne pas forcément une dissimulation ou un affaiblissement de la violence en milieu policier, et qu'elle peut au contraire encourager son surgissement sous différentes formes, en gardant en tête que je parle de violence donc sous les 2 modalités que j'ai exposées précédemment. Cependant, un deuxième argument qui vient un petit peu compléter et mitiger le premier, qui est que la violence n'est évidemment pas qu'un effet induit de la présence de l'ethnographe, qu'elle répond aussi à des logiques endogènes, et lesquelles ne sont pas réductibles à l'affirmation de l'ascendant par rapport au public et à la clientèle policière, mais que ces manifestations de la violence sont aussi à replacer dans des luttes de classement et de distinction qui traversent l'espace de la production organisée de l'ordre. Donc là, il s'agit d'une conclusion sur l'objet qui n'a peut-être pas forcément d'intérêt ici, si vous ne vous intéressez pas en particulier à l'objet policier, mais j'ai le sentiment que ça peut être intéressant pour la discussion dans plutôt la méthode proposée pour arriver à ce résultat. Donc la communication s'organise en 2 parties. Dans un premier temps, je vais aborder l'enjeu de la violence comme danger et des usages sociaux de l'évocation de ces risques. Dans un second temps, je parlerai de la violence comme instrument policier. Donc, pour commencer sur la question du danger, on sait depuis longtemps que celui-ci joue un rôle structurant dans l'espace policier et qu'il y a notamment une fondation de la différence entre profane et policier. Il permet de revendiquer une certaine altérité professionnelle, ainsi que le fait d'une attribution d'un certain capital symbolique. Donc, le danger apparaît comme un moyen de différenciation entre le civil, entre guillemets, et le policier. Un moyen de différenciation qui s'exerce aussi par rapport à l'observateur, avec comme effet de le maintenir à distance lorsque sa présence est considérée comme inopportune. Donc, comme je le disais en introduction, mon idée n'est pas ici d'explorer les questions de ficelle du métier pour se montrer en fait comme profane aguerri, pour reprendre les mots de Geneviève Pruvot, sachant que en fait, le fait de se montrer profane aguerri passe aussi par le fait de se montrer résistant ou résistante au risque et au danger. Mais j'ai plutôt me questionner ici pour savoir si les effets induits, donc la mise à distance de l'observateur au prétexte du risque physique, disent des choses sur les effets endogènes à l'espace policier. Donc pour parler un peu de mon matériau, à l'entrée sur le terrain, j'anticipais une certaine réserve des enquêtés, notamment sur le fait en particulier de les accompagner sur le terrain. J'ai eu une bonne surprise par rapport à ça, puisque dans l'ensemble, j'ai expérimenté moins de résistance que prévu. Alors, je dis dans l'ensemble parce qu'en réalité, ce constat est contrasté. Ce que je vais commencer à préciser dès maintenant en prenant comme exemple un moment d'expression d'hostilité, je pense que le terme n'est pas trop fort, des enquêtés par rapport à ma présence.
Alors, pour gagner un petit peu du temps, je vais juste, alors j'ai pas mis en gras, mais je fais un résumé de l'extrait que j'ai projeté. Donc, ça se passe en commissariat de police nationale, en salle de pause, et des agents se mettent à plusieurs en fait à critiquer ma présence sur place en disant, je cite, que je n'ai rien à faire sur la voie publique, sur la base de 2 arguments complémentaires. Le premier, que je ne servirais à rien, ce qui est vrai, en cas d'interpellation, et d'autre part, que je pourrais également les empêcher d'intervenir. Donc là, c'est la citation un peu en milieu de paragraphe. Si on est appelé sur un vol à main armée ou quoi, on ne pourra pas forcément y aller parce que tu seras là. Donc c'est un exemple qui n'est pas anormal, qui est un petit peu extrême par rapport au reste du matériau que j'ai pu produire parce qu'il est particulièrement explicite en fait. C'est pour ça que j'ai choisi de vous le partager aujourd'hui. Donc mais il traduit en fait des attitudes que j'ai rencontrées dans d'autres commissariats de police nationale, mais également aussi dans une moindre mesure en police municipale, et dans des unités qui avaient en commun d'être des unités généralistes, c'est-à-dire éléments définitionnels vraiment très succincts, mais des unités qui ont en commun de réagir en fait au tout venant des appels à la police. Donc ça va être la police secours pour la police nationale ou le service général ou les unités de proximité, peu importe, en police municipale. Or, donc, les relations d'enquête dans ces unités généralistes étaient parfois marquées par une certaine hostilité et réticence, tandis que dans des unités d'intervention, elles étaient assez différentes. Donc, quand j'ai parlé d'unités d'intervention, pour caractériser aussi ces unités de manière rapide, je parle de brigades qui sont dépêchées en réponse à des appels qui laissent plutôt présager d'interactions conflictuelles avec des éléments du public, ce qui peut inclure par exemple la présence d'armes. Donc, ils sont dépêchés sur ces appels et lorsqu'ils ne sont pas envoyés sur ce type d'intervention, ces unités disposent d'une autonomie qui est plus élevée normalement dans la recherche du flagrant délit que les unités généralistes. Donc, c'est, pour parler un peu des affects de l'ethnographe, c'est là où personnellement j'ai pu ressentir le plus de danger perceptible. Et pourtant, il y avait comme un paradoxe en fait que je me suis formulé assez rapidement, c'est qu'il y avait peu de tentatives de la part des agents pour m'évincer, et j'ai quasiment pas reçu de critiques en fait sur la base du danger que je ferais courir aux agents ou je courrais moi-même du fait de ma présence. Là, un extrait parmi d'autres que je vous ai mis. Idem, je le résume. Hein. Bon, là, j'ai pensé à mettre les éléments en gras pour que ça ressorte un peu plus, mais je le résume pour gagner du temps. Donc sur les ondes police, on a un appel qui est initialement destiné à un équipage BAC pour répondre au signalement d'une arme à feu dans une gare. Comme la gare en question est proche du commissariat où je suis à ce moment-là en observation, les agents d'intervention que je suis pour la journée se précipitent à la voiture, je peux les suivre, ils n'y voient pas de problème. Donc on arrive sur place, il y a dans un premier temps une interception de la voiture en circulation, même si elle ne va pas très vite. Puis les occupants en fait étant supposés qu'ils ont une arme de poing, les agents de police sortent leur arme de service et les mettent en joue pour les faire sortir en fait de la voiture. Et moi, cet extrait est intéressant à mon sens, dans le sens où il n'y a pas d'objection donc apportée à ma présence, et alors qu'il y avait des risques anticipables dès le moment où l'appel est passé sur les ondes. Et jusqu'au moment où les agents sortent en fait l'arme à la main de la voiture, il n'y a aucune consigne qui m'est donnée et c'est un peu à moi de me débrouiller, d'estimer en fait quel est le niveau de risque que je vais prendre et à quel moment je sors de la voiture ou je ne sors pas de la voiture. Donc c'est un extrait de terrain qui n'est pas anormal par rapport au reste de l'enquête, par rapport à d'autres situations en fait qui peuvent être porteuses de risques. Alors dans ce cas-là, donc dans le cas de l'extrait projeté, on a un exemple plutôt d'indifférence, ce qui n'était pas toujours le cas. Il y avait un peu une deuxième option qui était suivie par les agents d'intervention dans les relations d'enquête, qui était celle d'une démarche de partage sensible du risque avec l'observateur, avec ma personne. Donc, je l'illustre avec l'extrait suivant, que pour le coup je peux lire puisqu'il est plus court. Donc nous sommes dans une rue... Oui, nous sommes dans une rue animée de l'hypercentre en soirée, lors d'un contrôle d'un véhicule qui conduira à l'arrestation du conducteur et du passager. Où je me place à l'arrière de la voiture arrêtée de manière à ne pas gêner les policiers tout en pouvant assister à la scène. Donc l'une des agentes de l'unité me saisit alors d'autorité par le haut du gilet pare-balles et me place derrière elle dos contre dos en me disant surveille l'arrière, je prends l'avant. C'est une consigne, il n'y a pas beaucoup d'options disponibles. Donc dans cette situation, il y a la perception d'un certain risque par les agents, alors parce que les individus, je le comprendrai après,
dans la voiture, je veux dire, était connu des services de police selon l'expression consacrée. C'était un soir de fin de semaine dans un centre-ville avec des environs animés, des bars, des terrasses, l'impossibilité d'avoir un périmètre en fait réellement propre, sécurisé autour du contrôle. Donc perception d'un certain risque de la part de ces agents. Et l'élément qui me semble intéressant dans cet extrait, c'est une démarche d'enrôlement en quelque sorte de l'ethnographe. Alors sans doute pas dans l'idée d'une quelconque utilité en matière de sécurisation de ma personne, mais plutôt dans l'idée de partager, en fait, de montrer ce que ça fait que d'agir, de faire comme si on était policier. Donc la comparaison en fait entre les relations d'enquête dans ces deux types d'unités donne deux résultats sur les effets induits. Autour du même thème du danger, donc il y a une grosse divergence visible entre les unités généralistes et les unités d'intervention. Et il apparaît de plus que la mise en avant du risque inhérent à l'activité policière dans les discours que les agents tiennent par rapport à moi, donc cette mise en avant du risque, est inversement proportionnelle à la fréquentation objective du danger. Enfin, ce qui n'est pas une manière de dire, hein, je le précise, qu'il n'y a pas de danger à exercer dans le service général ou en police secours, mais qu'a priori, il y a des dispositifs en fait, organisationnels dans le dispatchage des unités qui sont faits pour réduire ces risques. Donc c'est un résultat quelque part sur la relation d'enquête, mais si on en revient à la question de départ, on peut se demander quel enseignement en tirer donc, de ces effets, de ces différences, de ces contrastes d'effets induits sur l'objet social étudié. Donc pour que ces données servent à la connaissance de l'espace policier, j'ai essayé de suivre une démarche de confrontation de ce matériau avec des éléments où la présence de l'ethnographe semblait, enfin, je parle moi à la troisième personne, vous avez compris, mais où ma présence donc semblait périphérique et ne pas perturber en fait outre mesure les situations d'enquête. Oui, c'est cet extrait-là. Je vais le lire rapidement. Donc, lors d'une pause, des agents de police secours, donc c'est une unité généraliste en police nationale, critiquent entre eux les choix de leurs collègues du GSP, qui est une unité d'intervention, qui s'équipe légèrement pour passer inaperçu. Une agente soupire ainsi, il faut arrêter, le GPB en hiver, il ne se voit pas. Un autre ajoute, et en été, à être en short et en marcel, un air des approbateurs, ce à quoi S, passé par le GSP avant de revenir en police secours, renchérit, et puis l'arme dans le sac à dos. C'est vrai? Oui, je ne donnerai pas de nom, mais oui. Il faut arrêter. En plus, le GSP, ils ne sont pas si discrets quand tu les vois arriver en ligne, là, conclut l'agente. Dans cet extrait, on a un récit de quelque chose que j'ai effectivement pu observer en unité d'intervention dans ce commissariat, c'est-à-dire une logique d'exposition supplémentaire au risque en unité d'intervention, puisque avec ces membres du GSP, en fait, j'étais le seul à porter un gilet pare-balles. L'arme et la radio qui n'étaient pas forcément directement accessibles, hein, je passe sur les détails, mais à des fins d'efficacité supplémentaire, par une discrétion qui est supposée favoriser le flagrant délit. Et donc on a ce premier élément-là dans cet extrait d'entretien, et aussi, une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi, c'est qu'on a le regard des agents généralistes à ce sujet, qui ne sont pas du tout admiratifs de cette logique-là, qui montrent une non-adhésion, voire une réprobation et des railleries par rapport à ces tactiques en fait, de discrétion du GSP, qui, en fait, pour situer, c'est un peu... dans d'autres villes, on l'aurait appelé c'est une bague de commissariat ou une bague de secteur. Donc, conclusion un peu de la confrontation. Alors là, ça va paraître de manière extrêmement rapide, bien sûr, mais entre effet induit et effet endogène à l'espace policier. Donc, il semble que les différences d'effets induits entre unités généralistes et unités d'intervention, donc ce que j'exposais au début, résonnent avec des effets endogènes de classement, puisque l'intensité et la récurrence de l'évocation du danger est inversement proportionnelle, je l'ai dit, aux chances objectives d'encourir des risques physiques, et que ce phénomène, en fait, est exacerbé par ma présence. Et en même temps, le matériau d'enquête, comme l'extrait que je vous présente, où moi je suis très en retrait et les agents ne s'adressent pas à moi, donc il y a des raisons objectives de penser que les perturbations dues à ma présence sont limitées. Donc le matériau d'enquête permet d'avancer que, en fait, ces contrastes sont d'abord un effet des dynamiques endogènes à l'espace policier. Et donc que les policiers de voie publique fondent tous leur identité professionnelle sur un rapport supposément intime au danger. Ils ne le font pas de la même façon, ils ne le font pas de la même façon en fonction de leur position dans l'organisation et des tâches et de leur mandat en fait, professionnel. Donc les agents d'intervention mettent moins en avant les risques physiques dans les discours. Ils tiennent une conduite de banalisation du danger, ce qui passe par le partage sensible avec l'ethnographe, comme je le montrais.
et de son acceptation en fait comme coût d'efficacité, tandis que les agents généralistes évoquent plus facilement le danger, comme le montrait le premier extrait de carnet de terrain que j'ai évoqué dans cette partie, et ils assument en fait le fait de mettre la priorité sur l'évitement et la limitation des risques physiques. Donc vraiment des attitudes très différentes entre ces deux segments policiers. Donc j'en viens à la deuxième partie de cette communication. Donc sur l'autre modalité de violence que j'avais exposée en introduction, qui est plus directement en fait la violence exercée par les agents de police. Donc je voudrais poser ici en fait la question de l'utilisation stratégique de la violence à des fins de distinction dans l'espace policier. Et en partant en fait, en utilisant un peu la même démarche que dans la partie précédente, de commencer par les effets induits et la relation d'enquête pour essayer d'aborder les effets endogènes à l'espace policier. Donc une idée qui peut être avancée et qui est sans doute vraie dans une large mesure par rapport à la violence dans la police et la recherche en sciences sociales, c'est que la présence de l'ethnographe, qui reste donc un regard extérieur, inhiberait la violence policière ou en tout cas la déplacerait plutôt dans les coulisses, ce qui est une idée qu'on retrouve par exemple dans La force de l'ordre de Didier Fassin. Donc ici, je ne m'inscris pas en faux contre cette idée qui est sans doute vraie dans un certain nombre de contextes sociaux, mais j'aimerais juste l'aménager et prendre légèrement son contre-pied en montrant des situations où c'est l'inverse en fait qui semble se produire. Alors là, c'est un extrait très long, donc je vais pas le lire et je vais également le résumer. Donc il s'agit d'une première patrouille dans une unité d'intervention de police municipale. Et les agents décident, alors sans doute en partie parce que c'est ma première journée dans cette unité, de faire une tournée des points de vente de stupéfiants qu'ils connaissent. Donc on se retrouve assez rapidement dans un hall d'immeuble à contrôler un jeune homme qui a 16 ans, qui est, d'après eux, le gérant de ce point de deal. Donc les agents le rudoient verbalement. Ils appellent également sa mère assez rapidement dans le contrôle pour l'associer à l'humiliation. Lui demande à la mère en fait prévenu en quelque sorte de venir le chercher sur place, donc théoriquement sur son point de deal, puis finalement au commissariat. Et chose qui m'a semblé assez intéressante a posteriori, c'est qu'ils ont utilisé en fait également ma présence pour m'associer, évidemment sans trop me demander mon avis et sans me laisser trop de possibilités de réagir, pour m'associer à l'humiliation. Puisque ils me présentent, c'est ce que j'ai mis en gras, ils me présentent comme journaliste, ce qui aussitôt provoque une certaine inquiétude de la part de la personne, puisqu'il demande sans doute si son identité, s'il va faire les frais en fait médiatiquement de ce contrôle de police. Et finalement, donc une violence un peu plus conventionnelle, on va dire, qui est une violence de coercition physique avec la clé d'étranglement et pardon, c'est sur la diapo suivante, qui était très long, j'ai scindé en deux. Donc voilà, une interaction qui finit finalement par une violence physique classique avec clé d'étranglement, mise à terre du prévenu et menotage, ce qui l'amène à dire vous êtes pire que la nationale, même eux ils font pas ça, vous prenez pour des cow-boys ou quoi. Or c'est précisément cette phrase en fait, elle revient à deux moments en fait de cet extrait. Et la deuxième fois, elle revient dans la bouche du chef de bord, d'un agent de police, qui le cite à la fin en s'assurant en fait que j'ai bien capté ce qu'avait dit la personne qui était contrôlée et que j'en ai bien tiré les conséquences, en me disant, je ne sais pas si je l'ai bien mis dans l'extrait, mais il s'adresse vraiment à moi avant qu'on rentre dans la voiture. T'as entendu? Il nous a dit, vous nous mettez plus la trique que la police nationale. C'est bien la preuve, nous on les fait plus chier que la NAS, on est plus souvent sur les points de deal. Donc, par rapport à la relation d'enquête et à ses effets sur l'interaction, donc il y a une diversité, je l'ai un peu précisé déjà, de formes de violence. Donc, il n'y a pas d'inhibition a priori, alors c'est toujours compliqué de s'avancer dessus, mais il n'y a pas de fort phénomène d'inhibition a priori du fait de ma présence. Plus encore, donc ma présence est utilisée pour casser en fait le face-à-face ritualisé entre forces de l'ordre et ce qu'on pourrait appeler avec Fabien Jobard le gibier de police, en défaveur de ce dernier, parce qu'il rajoute une incertitude et une inquiétude supplémentaires. Et donc, bon, survient la question de quel sens donner à cette violence. Alors, outre une fonction manifeste de perturbation du trafic
et de tentatives de discipline en fait d'un client régulier de cette unité de police. Donc l'extrait nous permet de faire l'hypothèse qu'elle s'inscrit dans une lutte de classement, comme le montre le fait que la comparaison indigène est à l'esprit tant de l'individu contrôlé que des agents de police. Parce que les deux, en fait, on compare ces agents qui sont, je le rappelle, de police municipale à un agent qui n'est pas présent sur le contrôle, qui est la police nationale. Oui, et la façon dont cette comparaison indigène est faite, de plus, montre une tentative en fait de création d'alliances entre les agents de police et entre le sociologue, puisque en fait la survenue de la violence est présentée comme une preuve d'efficacité policière. C'est donc le sens de la dernière phrase de l'extrait. Donc, pour résumer rapidement là-dessus, donc il n'y a pas de nécessaire euphémisation de la violence, puisque la présence de l'ethnographe en soi apparaît comme un possible outil supplémentaire de génération de violence. Et dans une certaine mesure, la violence est adressée à l'ethnographe. En tout cas, un de ses usages est de lui faire percevoir certaines choses sur l'espace policier. Donc, si on pose la même question que dans la partie précédente, quelle est la part d'effet induit ? C'est-à-dire, est-ce que la violence est produite parce qu'il faut la montrer à l'ethnographe qui est présent, et quelle est la part d'effet endogène ? Donc, pour répondre en fait de manière rapide, je saute quelques éléments, mais je vais juste répondre en confrontant ça à un autre extrait de carnet de terrain, sur la même logique que dans la partie précédente, un extrait où, a priori, ma présence est moins perturbatrice de la situation. Donc, c'est pas la même ville, c'est pas la même, on va dire, c'est pas les mêmes unités, mais c'est un peu les mêmes logiques qui sont à l'avant. Donc, pour le résumer également, je suis à ce moment-là avec un équipage d'unité généraliste de police municipale qui est envoyé avec, c'est important, avec un équipage d'unité d'intervention pour une petite mission de dispersion d'un groupe de jeunes. Alors, c'est présenté à la radio comme des gens qui cracheraient et fumeraient devant une crèche. Alors, les personnes en question ne sont pas là à l'endroit indiqué quand nous en arrivons. Donc en fait, les deux équipages commencent à tourner dans le quartier à leur recherche ou à la recherche d'une nuisance équivalente sur laquelle intervenir. Donc on se retrouve, les agents de police se retrouvent en fait à aller contrôler des gens qui sont probablement pas les mêmes que ceux qui ont été signalés, qui sont des garçons de 13-14 ans, et donc qui sont en fait sur une aire de jeu. Et l'interaction en fait se déroule de manière très différente, puisqu'on a d'un côté rudoiement et palpation de sécurité réalisés par les agents d'intervention sur ces jeunes mineurs, et avec un ton plus cordial pour notamment l'agent de l'unité généraliste F, donc des choses que j'ai mis en gras. Donc un extrait qui illustre une différence de style d'action constatée en observation et confirmée par les discours recueillis par ailleurs en situation d'entretien. Donc, c'est des contrastes qui ne semblent pas dus uniquement à ma présence, même si en fait ma présence permet de les objectiver par la dernière phrase en fait que je me permets quand même de relever de F, qui dit tu vois, on a des façons différentes de travailler, c'est pas le même rapport. Nous, on arrive calmement, on discute, et eux directement, ils parlent, en référence à ses collègues. Donc, il apparaît en fait sur cette question de la violence également que les effets induits, dont je parlais en fait avec le premier extrait de carnet de terrain, que ces effets induits sont des exacerbations en fait de contrastes de modes d'intervention qui existent entre agents, alors entre unités généralistes ou d'intervention et entre police municipale et en police nationale, et contrastes dont ils ont en fait eux-mêmes conscience et dont ils essayent de faire la démonstration, mais qui existent au-delà de la présence de l'ethnographe. Donc pour conclure rapidement, donc il apparaît que la présence de l'ethnographe n'induit pas un évanouissement de la violence en milieu policier. Au contraire, elle peut la rendre plus prégnante, donc selon les deux modalités que j'ai évoquées, une évocation accrue dans les discours et l'intensification de ces manifestations pratiques au détriment de membres du public, de clientèle policière. Donc, et juste peut-être pour terminer, et pour ouvrir un peu sur une question que je n'ai pas traitée là, mais sur la question des affects de l'ethnographe, où c'est quelque chose de potentiellement désagréable d'être effectivement objectivement complice d'exercices de domination policière,
Et cette situation peut nourrir une envie en fait, de se dégager de cette logique, de revendiquer une démarche d'observation non participante. Mais cela semble peu accessible, d'une part, puisqu'on ne maîtrise pas les effets de sa présence sur le terrain, on n'est pas en position d'avaliser chaque interprétation ou utilisation de notre présence. Exemple, par exemple, de me présenter comme journaliste pendant un contrôle où je ne peux pas répondre. Et alors, non seulement cette observation non participante semble difficilement accessible, mais en plus, on peut se demander si il s'agirait d'une démarche qui serait plus heuristique, puisque ces effets induits, j'espère l'avoir un peu montré sur ce cas-là, peuvent être des outils de connaissance de l'objet étudié, en l'occurrence de l'espace policier et des luttes de classement internes. Et je vais m'arrêter là pour ne pas dépasser. Je vous remercie de votre attention. Ah, c'est parti. Bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous, du moins ceux que je n'ai pas vus. Donc, je vais présenter une communication qui présente un titre un peu mystérieux, mais ça se dénouera à la fin de la communication. Bon, intervenant ici, alors si quand même je dois dire, c'est sans doute la dernière communication ou conférence que je ferai à l'Université de Nantes, donc je suis particulièrement ému d'être ici pour parler de mon dernier terrain de recherche et donc en plus d'une enquête qui n'a jamais véritablement été achevée. Donc je suis assez content d'être là et je remercie les doctorants de m'avoir fait écrire et de m'avoir fait penser sociologiquement sur un terrain que j'avais laissé en friche parce que ces petits malins, en fait, ils m'ont fait un appel du pied pour venir communiquer dans leur journée d'études. Bon, je pense qu'ils devaient savoir un petit peu que j'avais enquêté sur ces manifestations violentes. Donc voilà, c'est une enquête que je n'ai jamais véritablement terminée et sur laquelle je me suis mis à écrire et finalement à coucher sur le papier, on va dire, toutes les idées qui m'étaient venues après quand même plusieurs années, enfin, en gros 4 ans de travail empirique en immersion au cœur des manifestations violentes, prises pour objet. Donc, s'agissant de participer à on va dire, une réflexivité collective sur le thème de l'engagement de l'ethnographe à l'épreuve de son terrain, je vais nécessairement aborder, pour une large part, surtout à la fin, la manière dont je me suis livré, donc à compter du printemps 2016 jusqu'à environ la mi-2020, à un travail d'enquête en ou par immersion. Je n'ai encore pas tranché sur ce que je peux dire. On est en ou on enquête par immersion, je ne sais pas. En tout cas, sur enquête en ou par immersion sur le thème de ce que j'ai nommé, sans doute pas totalement adéquatement, mais ce que j'ai nommé, je m'en expliquerai, des manifestations violentes. Bien. Mais alors, avant d'en venir, avant de faire mon introduction, je fais un petit préambule, parce que pour éviter, on va dire, toute mauvaise lecture de ce que je peux être amené à raconter, si je me suis engagé à travailler, à enquêter sur les manifestations violentes par immersion, au départ, mon immersion dans les manifestations à caractère violent n'était pas justifiée du point de vue des intérêts de connaissance par l'envie de produire une connaissance sur des manifestations violentes et sur les actes de ceux qui y participent en s'opposant aux forces de l'ordre ou inversement, voilà, les forces de l'ordre s'opposant aux manifestants. Au départ, ma curiosité est née à quelques mètres d'ici, pas loin de ce bâtiment, parce que par le plus grand des hasards, j'oserais dire, j'ai assisté à une scène qui a été photographiée parce qu'il y a un reporter, vous voyez, vous allez retrouver le rue du Tertre, hein, c'est les sous-sols du rue du Tertre. Vous avez sur le boulevard une manifestation d'étudiants qui faisait l'objet d'une charge, on voit les lacrymos dans le fond. Et en fait, tous ces policiers non porteurs de brassards, cagoulés, porteurs de matraques télescopiques, s'étaient planqués en embuscade sous les sous-sols à attendre les étudiants qui dévalaient un petit escalier sous la poussée des lacrymogènes. Et là, ils sont tous sortis sous mes yeux et à matraquer tout le monde au passage, mais sans aucune intention d'interpellation. Personne n'est interpellé là. C'est juste un matraquage. Bon, voilà. Alors, mes spécialités sociologiques portant plutôt sur la sociologie de l'État, quand je me suis engagé, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à observer, il faut aller voir de près. Mais ce que j'entendais aller voir, c'était en fait, les transformations, enfin, les formes de maintien de l'ordre, le travail policier de maintien de l'ordre, à la lumière de ce que je venais de voir et qui a été répété à plusieurs reprises dans les jours qui ont suivi ou même un jour qui avait précédé également. Donc, ce qui m'intéressait ici, c'était en fait, dans une perspective plutôt objectiviste, il s'agissait pour moi de décrire et de comprendre, si possible, et de les expliquer, les transformations notables des formes de maintien de l'ordre, au moins depuis la fin des années 80.
Tout ça, bien évidemment, dans le cadre des manifestations protestataires de rue. Bien, donc, dans un premier temps, j'étais porté à interroger les pratiques répétées de policiers qui tendaient à intervenir comme ça, en civil, cagoulés, sans signe distinctif, avec une intention de manifeste de frapper indistinctement et au hasard tout ce qui passait à leur portée. Bien, donc, en fait, mon projet de recherche initiale, tel qu'il a été lancé, il s'inscrivait essentiellement dans la perspective d'une sociologie de l'État, ou plus exactement, une sociologie des manifestations de l'État, ou des manifestations de l'État en acte, au travers d'une enquête pour partie ethnographique, puisqu'il me semblait indispensable, et en même temps très commode et plus facile, de commencer par saisir sur le vif, c'est-à-dire du côté manifestant, la manière dont s'exerce la violence physique de l'État par l'intermédiaire de ceux qui ont reçu une délégation pour en user légitimement à l'encontre des populations manifestantes plus ou moins turbulentes. Alors, l'une des hypothèses structurantes du projet tel qu'il était conçu à ce moment-là, c'était que l'État, oui, depuis les années 80, le milieu des années 80, s'était progressivement affaibli du point de vue de son pouvoir de contrôle et de régulation de l'activité des agents du maintien de l'ordre. Et donc, l'enquête initiée avait pour ambition et pour finalité, posée ex ante, je dirais, de décrire et de documenter des causes potentiellement responsables à la fois d'un affaiblissement de l'autorité de l'État sur sa police, mais aussi d'une autonomisation accrue à l'égard de l'État, donc des policiers, que ce soit dans l'exercice de leurs fonctions ou encore plus finement dans l'usage des armes nouvelles de maintien de l'ordre dont ils avaient été progressivement dotés à partir du début des années 2000. Je pense notamment aux grenades de désencerclement, la GLI-F4 et le LBD 40 qui succédait au Flashball Super Pro. Donc voilà, donc alors on aura peut-être compris ou entrevu, alors je ne vais pas étendre là-dessus puisque ça va faire partie des choses que je vais un peu évacuer, mais en fait, ce que je voudrais dire, c'est que l'entrée dans un terrain ne prédétermine pas déjà les résultats qu'on va obtenir. C'est-à-dire que je me suis engagé dans un terrain avec un ensemble de questions qui n'ont plus été finalement celles que j'ai traitées. D'accord ? Donc, en me trouvant porté au cœur des manifestations violentes avec une intention de connaissance qui portait sur les transformations du maintien de l'ordre, eh bien, je me suis retrouvé en fait aux prises avec quelque chose qui s'est imposé à moi comme un nouvel objet et qui était finalement l'objet qui m'intéressait. C'est-à-dire, je me suis engagé, je vais aller vite, hein, je résume un peu, mais je me suis engagé dans la poursuite de mon travail d'observation, commencé avec une intention plutôt tournée vers le travail policier. Ma question, elle a été produite après coup, je ne vais pas dire que je l'avais au départ, mais pour la commodité de l'exposé, je vais la donner maintenant. Mais la question qui m'a amené à m'interroger sur ce qui se passe dans les manifestations violentes, je la pose comme ça, brutalement. Hein. Qu'est-ce que des manifestants qui affrontent régulièrement les forces de l'ordre peuvent bien trouver de plaisant et d'agréable dans leur exposition volontaire et renouvelée au risque de blessure par les armes de la police et au risque d'interpellation, voire de condamnation pénale et éventuellement de peine de détention ferme. Et oui, les gens qui sont dans les manifestations violentes, ils reviennent. Quand bien même ils ont bouffé des projectiles divers, qu'ils ont mangé du lacrymogène, en veux-tu, en voilà, et ils reviennent. Il y a bien un moment, il faut se dire, pour le sociologue, il faut quand même se poser la question, mais bon Dieu, pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'ils aiment ça, puisqu'ils reviennent régulièrement, hein. Bien, alors, le décor étant ainsi planté, je vais maintenant parvenir à mon introduction. Je vais tenir mon propos en 4 parties distinctes. Alors, dans la première, je vais essayer de m'efforcer de préciser les raisons de l'étiquetage de mon terrain d'étude par l'expression manifestation violente. Ensuite, deuxième temps, ne souhaitant absolument pas couper radicalement les modalités concrètes de mon immersion ethnographique, des résultats qu'elle m'a permis d'obtenir, ou de m'estimer en mesure de prétendre les avoir obtenus. La seconde partie de ma présentation sera plutôt consacrée à l'évocation, je vais essayer de faire succinct, à l'évocation succincte des principales thèses que l'enquête conduite au milieu des groupes de casseurs, des adeptes du Black Bloc ou des cortèges de gilets jaunes me semble permettre de soutenir à ce jour, soit au terme de, comme je disais tout à l'heure, ce qui jusqu'à ce jour était en quelque sorte un travail inachevé et qui était peut-être voué à le rester. Une fois présentés ces quelques résultats tirés de ma participation observante, comme dit Vacan, en situation d'échauffourée,
Je me livrerai dans une troisième partie à l'évocation des différents moments singuliers du travail d'enquête, avec un regard plus particulier sur les modalités d'accès aux deux terrains qui étaient les miens, où j'essayais de tenir côté manifestant d'une part et côté policier de l'autre. D'accord ? Bien. Alors, je vais essayer de tirer, à ce moment-là, je vais essayer de tirer le fil qui était proposé en bon élève ou voilà, je vais tirer le fil qui était proposé dans l'appel à communication, c'est-à-dire entrer par la bonne porte, point d'interrogation. Donc, j'évoquerai tout d'abord les ficelles que j'ai manipulées pour parvenir à être adopté, le terme n'est pas trop fort, tel un père parmi les manifestants portés à s'engager dans des affrontements corporels avec les forces de l'ordre. J'exposerai ensuite comment, sous la contrainte de ne pas passer pour un policier aux yeux de mon autre terrain d'enquête, j'ai aussi tenté de m'insérer dans les rangs des forces de l'ordre jusqu'à assez rapidement, finalement, acquérir l'absolue certitude que je n'étais non seulement unanimement pas le bienvenu en tant que chercheur, mais aussi et surtout, vu ce que je cherchais à obtenir dans mon travail d'enquête, mais j'ai acquis assez vite la conviction que je ne serais jamais en mesure d'approcher l'univers émotionnel et les sensibilités propres aux policiers avec la même profondeur que mon immersion conjointe dans les rangs des manifestants avait favorisé concernant les manifestants, concernant ces derniers. En effet, n'est pas Alexandre Benalla qui veut, et nulle autorité ne m'aurait accordé à sa manière la possibilité de vivre et de ressentir en personne les émotions et les satisfactions singulières qui adviennent lorsqu'on matraque et interpelle brutalement un manifestant ou lorsqu'on shoot d'un tir de LBD 40 tel ou tel casseur pris pour cible. Alors, à contrario, la différence est importante. Si ce ne sont l'éthique du chercheur public, les devoirs auxquels il est tenu en tant que fonctionnaire, ou encore ses dispositions et sa morale personnelle, absolument jamais rien ne s'est opposé, dès lors que je l'aurais souhaité, à ce que je puisse éprouver en ethnographie immergée, en personne et par corps, les émotions positives qu'il est tout à fait loisible d'éprouver en vidant par exemple un extincteur rempli de peinture rose sur un dispositif de CRS ou en allumant la mèche d'un mortier d'artifice tiré à l'horizontale en direction des forces de l'ordre, de police ou de gendarmerie. Alors pour terminer de conclure, eh bien j'essaierai de donner, d'expliquer, pardon, il n'est plus là, le titre de donner quelques explications relatives au titre donné à ma communication, et je m'attacherai donc dans cette partie conclusive à exposer les raisons qui m'ont conduit à abandonner peu à peu mes recherches sur les manifestations violentes. Et là, j'essaierai de tenter de montrer comment et en quoi des réflexes acquis par corps au cours d'une enquête de longue durée au cœur des manifestations violentes, donc en lien direct avec mes façons d'être sur le terrain, eh bien, ont sans doute fini, pour une part, de manière circonstancielle, par jouer contre l'enquêteur engagé sur son terrain d'études, au point finalement de l'en dégager brutalement, malgré lui, en cours d'enquête. Alors pourquoi les manifestations violentes ? Pourquoi les manifestations violentes ? Eh bien tout simplement parce qu'on a affaire à des situations d'affrontement, des situations de face à face qui sont des actes d'interaction corporelle, éminemment corporelle, pour ne pas dire en tout corporel et exclusivement corporel, et que les actes qui s'y observent sont des actes de violence, et des deux côtés. Je veux dire, quand les manifestants jettent des projectiles sur les forces de l'ordre, ils commettent des actes de violence. Quand les forces de l'ordre renvoient des projectiles sur les manifestants, ce sont des actes de violence. Et en fait, les uns et les autres risquent d'être blessés physiquement dans les interactions. Bien. Voilà, donc, je ne vais pas épiloguer longtemps. J'appelle ça manifestations violentes parce que ce sont des interactions à caractère violent. Pour autant, si j'ai retenu cette expression, c'est aussi parce que les substituts, on va dire, les substituts disponibles pour désigner ce genre de choses étaient tout à fait incapables de rendre compte de ce qui se passait. Ce que j'appelle manifestation violente n'a rien à voir avec des émeutes, des insurrections ou des quoi encore. Voilà. C'est-à-dire qu'on a des manifestations violentes qui sont certes violentes, mais qui, à la différence des insurrections, des émeutes, des rébellions, etc., n'exposent pas ceux qui participent, que ce soit les manifestants ou les policiers, à des risques létaux. On ne risque que très faiblement, c'était rappelé par les collègues tout à l'heure, on risque très faiblement d'être tué dans une manifestation. On risque d'y être blessé physiquement, oui, parce qu'on a bel et bien à faire des violences corporelles, mais on ne risque pas d'y être tué.
Auquel cas, je vais faire un résumé par une expression, je ne vais pas aller plus loin, pour m'étendre sur les bonnes raisons que j'avais d'intituler ça des manifestations violentes, mais en quelque sorte, on peut considérer que ce que j'appelle manifestations violentes, ce sont des situations d'affrontement entre manifestants et policiers qui présentent le caractère en quelque sorte d'insurrection euphémisée, pour parler comme Norbert Elias. C'est-à-dire que c'est une insurrection en plus petit, quoi. Ça ressemble à l'insurrection, ça a le goût de l'insurrection, mais ce n'est pas tout à fait une insurrection parce qu'on ne risque pas vraiment d'y perdre la vie. Bien. Alors, bon, vous aurez compris que manifestation violente, ça renvoie empiriquement à un ordre de faits observable, dont le déroulement consiste à des moments ponctuels, ce n'est pas tout le temps, en des interactions singulières au cours desquelles des corps manifestants et des corps policiers qui se font alors adversaires le temps de l'affrontement, parce qu'on peut très bien se battre en manif avec le chef de la BAC, mais le lendemain soir, faire un entraînement de handball ensemble dans le même club. Donc, c'est vraiment, il faut prendre acte qu'on est là sur le temps de la manifestation, qui est aussi le temps de l'affrontement, qui n'existe plus en dehors. Donc, en fait, cette expression était destinée à circonscrire précisément l'objet étudié en faisant volontairement abstraction, du moins provisoirement, aux déterminations supérieures, extérieures, antérieures, susceptibles d'ancrer solidement une explication sociologique de type causal des possibilités des affrontements étudiés. Donc voilà. Alors, oui, bon, je passe. Donc, alors, sur les résultats, ça m'a permis d'obtenir. Je vais faire en 3 temps, trois thèses que j'estime être en mesure de défendre à l'issue de mon chantier d'observation de longue durée. La première, elle emprunte largement une notion forgée par Charles Suot. Alors, c'est tout à fait étonnant, on va me dire. Cette notion, c'est celle de subversion par corps. Charles Suot l'avait forgée pour rendre compte de la manière dont les prêtres, dans les années 50 et 60, étaient devenus prêtres ouvriers. C'est-à-dire que devenir prêtre ouvrier, c'était un engagement par corps pour manifester qu'on souhaitait être prêtre autrement. Alors, bon, première chose, en empruntant donc cette notion à Charles Suot, eh bien, mes observations m'ont amené à la conviction empiriquement fondée que les manifestations violentes mettent en scène des manifestants qui opèrent une subversion par corps des manifestations de forme traditionnelle, sous bannière syndicale, politique ou autrement revendicative. Et cela bien moins sur le mode de la conséquence d'un discours justificateur, explicite, posé à l'avance, au travers d'actes corporels que ne mettent précisément pas en œuvre les manifestants classiques et qui s'accomplissent de manière spontanément ajustée aux situations éprouvées. Alors certes, les membres les plus investis des cortèges de tête, du Black Bloc, etc., revendiquent, où ils s'efforcent régulièrement de produire une sorte de théorie politique revendiquant explicitement, non sans raison d'ailleurs, le fait que la catégorie Black Bloc ne désigne pas un groupe de militants d'extrême gauche préconstitués, organisés et entraînés en amont à la manifestation violente, mais une manière de manifester. Et c'est le slogan ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Voilà. Donc il y a un discours, voilà, qui présente la manifestation violente, les actions violentes, comme une manière de manifester. Bon, pour autant, il n'en va pas moins que ceux qui tiennent ce genre de discours sont loin d'être les seuls à participer aux affrontements. Les affrontements violents avec la police, ça ramasse un peu tout le monde. En témoigne l'intrusion des Gilets jaunes dans les mouvements de protestation qui ont considérablement nourri la taille et des groupes, des effectifs de manifestants portés à s'engager contre la police. De temps en temps, ponctuellement, on a des jeunes, des adolescents ou des jeunes adultes qui viennent des quartiers populaires et qui s'engagent eux aussi comme un peu sur le mode de règlement de compte avec ce qu'ils connaissent par ailleurs contre les forces de l'ordre. Donc en fait, ceux qui tentent à théoriser, on va dire, la manifestation violente comme une arme politique, bon, n'ont pas de succès déjà politique et en plus, ça ne correspond en rien, si vous voulez, aux gens qui s'engagent là-dedans. On ne comprendrait pas autrement comme tel cadre administratif de l'université de Nantes s'est fait prendre et s'est fait juger parce que un jour, tout cadre de la fonction publique à l'université qu'il était, il s'est trouvé pris dans ce jeu-là et il a balancé quelque chose sur les flics et il s'est fait prendre parce qu'il avait un casque vert. Donc il n'avait pas tout compris, on va dire, les habitudes corporelles, les aptitudes à se déplacer, voilà. Il n'avait pas le métier, donc c'était sans doute ponctuel, mais vous voyez, il n'y a pas les groupes de casseurs, ça n'existe pas en soi. Ça se constitue en situation, au gré des circonstances. Parfois, ils sont là, parfois, ils ne sont pas là.
Et d'ailleurs, on peut retenir qu'il ne suffit pas qu'il y ait des groupes de manifestants prêts à en découdre avec la police pour que ça advienne. Hein. Et bon, j'y reviendrai. Alors, quoi dire? Alors, sur les résultats, ça c'est le premier. Deuxième thèse, c'est que ces manifestations violentes forment, alors dans une perspective un peu goffmanienne, hein, si l'on veut, interactionniste, quand bien même Goffman se défendait d'être étiqueté interactionniste. Ah oui, non, voilà, c'est ça que je voulais dire, un élément de terrain, oui. Pardon, je reviens en arrière. Oui, sur l'idée qu'on peut venir en manifestation prêt à en découdre, mais pas nécessairement pour en découdre. Et ça, il faut le comprendre. Et je voulais, pour illustrer cette situation, un slogan qui avait été écrit graffiti sur 8 mètres de long. La manifestation du 1er mai 2016 à Nantes, où il y avait un gros cortège de tête, un gros black bloc, mais il ne s'était rien passé. On n'avait pas vu la police qui était très discrète. Et donc, il ne s'était rien passé. Et donc avait été affiché comme ça, avec un humour un peu taquin. Les casseurs respectent les acquis sociaux. Le 1er mai, ils ne travaillent pas. Donc je trouvais ça, voilà, ça montre bien que l'on peut être prêt à en découdre, mais le 1er mai, on ne le fait pas parce que voilà. Alors, bon, allez, je passe. Alors oui, la seconde thèse, c'est celle plus insurrectionniste, qui voit dans ces manifestations par corps un système d'interaction qui, indépendamment du fait quels objectifs des subversions par corps, peuvent également être vus comme présentant un caractère scénique. Effectivement, dans le cours des affrontements et durant les temps de face-à-face tendus qui les précèdent, les policiers et les manifestants, en agissant les uns contre les autres, se donnent mutuellement à voir ce qu'ils sont ou prétendent être, tout autant qu'ils offrent à la perception de leurs adversaires le sens ou le non-sens de la rationalité pratique de ce qu'ils font, ainsi que les représentations qu'ils entretiennent visiblement à leurs propos. Alors cette petite photo peut peut-être illustrer ce que je veux dire là. Non, c'est pas comme ça, pardon. Elle va arriver. Voilà. Donc voilà un manifestant. Hein, il affirme à la police qu'il est bien un manifestant, mais il dit en même temps qu'il n'est pas un casseur. Quand bien même, il va pouvoir le devenir dans les minutes qui vont suivre. Mais voilà, on s'adresse mutuellement. Ah, 10 minutes. Bon, je vais arrêter. Le temps passe vite. Bon, alors comment je me suis insinué? Donc voilà, ça c'est la deuxième thèse, scène d'interaction. Et troisième thèse, je vais aller très vite là-dessus. Les affrontements violents, c'est en quelque sorte, là aussi pour être éliassien et pour faire très vite, ce sont des, on va les classer dans les, oui, ce sont des loisirs mimétiques. Allez, je vais vraiment vite. Ce sont des loisirs mimétiques. Ce sont des loisirs mimétiques parce que, à la manière d'un match de rugby qui procède de la même manière, par conquête de terrain, hein, là il s'agit de conquérir, de continuer à manifester ou de manifester sur un bout de voirie, sur un bout de rue, de la garder. Hein. Ce soir, on tient la rue. Du côté policier, il s'agit d'empêcher les manifestants de gagner du terrain ou de les faire reculer. Donc, on a une situation qui ressemble furieusement à un match de rugby, avec un engagement corporel très fort. Et voilà. Donc, en fait, les échauffourées auxquels participent les manifestants lorsqu'ils s'engagent contre les forces de l'ordre, eh bien, les autorisent finalement dans une certaine limite. Hein, dans une certaine limite, bien évidemment, personne ne se présente en manifestation avec un fusil de chasse chargé à la chevrotine. Hein. Donc, alors, ça permet effectivement d'éprouver, d'autant qu'il y a une tolérance sociale historique à la violence dans les manifestations. Donc voilà. Alors, je voulais dire pour aller vite. Oui, bon, avec cette explication, je dirais qu'on a une sorte de réponse à la question que je posais en préambule, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les manifestants reviennent régulièrement s'affronter avec la police. Bon. Eh bien, en fait, ces manifestations, ces affrontements, leur fournissent, en fait, hein, comme dans les sports d'équipe, je cite Elias ici, hein, un degré d'insécurité, tout en leur permettant de satisfaire l'attente de quelque chose d'imprévu, ainsi que le risque, la tension, la montée d'angoisse qui va de pair. Elle favorise de ce fait des états d'excitation agréables, des émotions positives, qui en viennent être recherchées et valorisées pour elles-mêmes, jusqu'au relâchement final de nature cathartique.
Et ce n'est pas faire violence aux données que d'affirmer que les manifestations violentes peuvent s'inscrire, tout comme le rugby que j'évoquais tout à l'heure, dans la catégorie des activités de loisirs mimétiques aux vertus déroutinisantes, hein, telles qu'elles ont été identifiées dans les classifications proposées par Norbert Elias. Je m'arrête là-dessus. Alors, bonne porte ou mauvaise porte? Bon, alors, si j'ai pu parvenir à ces résultats, et à cela seulement, et pas à d'autres, c'est sans aucun doute parce que le travail ethnographique que j'ai réalisé au cours d'une bonne cinquantaine de manifestations nantaises ayant connu divers débordements m'a donné directement l'occasion, effectivement, de me trouver plongé dans l'univers émotionnel des casseurs ou prédents du tel, tout autant qu'il m'a permis d'éprouver en personne l'ambiance tumultueuse des cortèges de tête et de mettre en œuvre, en personne également, les savoirs pratiques du corps qui accordent compétence pour se mouvoir et réagir au mieux comme il convient lors des affrontements contre la police quand ils ont lieu. Tout comme les participants activement engagés dans les manifestations violentes, que j'avais pris le parti donc d'observer dans l'action, y compris au premier rang de la mêlée, j'ai régulièrement fréquenté par corps les montées de tension qui précèdent les affrontements, éprouvé la peur et l'intensité plaisante de l'excitation provoquée par la lutte jusqu'au relâchement des tensions en fin de partie. Comme tous les individus observés, j'ai aussi beaucoup respiré de lacrymogène. J'ai fait l'objet de 3 interpellations sans autre conséquence que des contrôles d'identité vite expédiés. À 2 reprises, j'ai suivi des blessures occasionnées par les armes de la police, sans compter, je ne les compte pas, quelques coups de matraque reçus à la volée, faute d'à mon âge de disposer encore des capacités athlétiques qui me permettaient de courir assez vite. Pour autant, il me saurait me venir à l'esprit l'intention de défendre ici l'idée qu'en investissant par corps une position de manifestant radical, je me serais donné d'entrée de jeu et à coup sûr la bonne méthode au regard des intérêts de connaissance que j'avais affirmés au préalable. Puisque c'est bien plutôt le type d'ethnographie pratiquée au départ, un peu à l'aveugle, qui a fini par me donner en cours de route l'objet que j'ai finalement été conduit à traiter. Donc tout au plus, suis-je à ce jour en mesure d'estimer que ma méthode s'est révélée pertinente et adaptée à son objet du seul point de vue des possibles interprétatifs qu'elle a ouverts et surtout des résultats, encore provisoires, qu'elle m'a permis d'obtenir. Rien de plus. Dans la pratique sociologique, on ne saurait d'ailleurs s'autoriser à évaluer la qualité d'une méthode et à en discuter qu'à la condition de la rapporter précisément et systématiquement à ses résultats. Comme l'a si bien résumé Michel Dunayer à propos de Loïc Vacan, il faut bien admettre avec lui que, je cite, s'il existe des stratégies méthodologiques pour découvrir la structure qui détermine un terrain et le terrain qui peut illustrer la structure, il n'y a pas de formule toute faite, de procédure standardisée, de slogan ou de bonnes intentions qui puissent faire parvenir le chercheur au même résultat. Donc, je ne fais pas de la pub pour ma méthode. Alors, mes convictions méthodologiques étant sommairement précisées et expédiées, ah, ça y est, j'ai fini. Bon, voilà. Ah, c'est important quand même. Bon. Bon. Ouais, d'accord. Bon, 5+2, vous êtes vraiment sympa. Ah ouais, ils ont eu plus de. J'arrive à ça. Bon, alors, du point de vue de la méthode, celle que j'ai utilisée présente assurément toutes les caractéristiques distinctives, entre guillemets, d'une ethnographie inactive. Alors, vous aurez peut-être compris que je fais référence ici à la marque déposée par Loïc Vacan pour étiqueter la méthode qu'il avait mise en œuvre pour étudier une salle de boxe du ghetto noir de Washington et surtout pour en assurer la promotion au titre de méthode nouvelle et quasi révolutionnaire, à partir de laquelle il entendait donc élaborer un nouveau modèle théorique pour l'ethnographie et ses adeptes. Alors ainsi, au premier abord, la méthode que j'ai employée peut paraître s'inscrire assez fidèlement dans le sillage méthodologique de Loïc Vacan, puisque à la manière dont il avait déployé en acte d'enquête son ethnographie inactive, je me suis fait aussi, je le cite, observateur vulnérable en me livrant à une application ethnographique au long cours, susceptible de permettre à l'enquêteur de maîtriser à la première personne intus écouté, s'il vous plaît, les schèmes prédiscursifs qui constituent le membre compétent, diligent et appétent de l'univers considéré. Comme lui également, sociologue des terrains, je me suis attaché à exploiter et thématiser le fait que, comme tout agent social, j'en étais venu à connaître mon objet par corps, en espérant de la sorte décupler ma compréhension charnelle en approfondissant mon insertion sociale et symbolique dans l'univers étudié. Alors, cependant, il m'importe donc de manifester quand même et avant tout une différence essentielle avec Vacan, non pas tant du point de vue du rapport entretenu à l'objet, mais bien plutôt du rapport entretenu à la méthode utilisée. Alors que Loïc Vacan tend à considérer en le revendiquant que l'ethnographie inactive et charnelle qu'il promeut est la seule technique d'enquête qui puisse permettre à l'ethnographe de se faire indigène parmi les indigènes qu'il a choisi d'étudier, je postule tout au contraire de sa vision un peu émerveillée des vertus heuristiques de l'ethnographie qu'aucune méthode
ne saurait permettre au sociologue d'affirmer sans rougir qu'il est parvenu à se faire un indigène comme un autre. Et ceci au motif principal qui va de soi pourtant qu'une des propriétés déterminantes des indigènes, de toute espèce, à l'exception seulement des sociologues indigènes en leur milieu, est précisément qu'ils ne pensent pas en sociologue et qu'ils n'existent pas dans leur monde en étant en permanence porteurs d'intérêts de connaissances et de questionnements sociologiques, comme l'est nécessairement, sans doute à son corps défendant, le sociologue enquêteur persuadé de cette fait indigène grâce à la magie de sa méthode charnelle et incarnée. Donc, en fait, ce à quoi j'ai procédé, c'est à une expérience, au sens d'une expérience de laboratoire. C'est-à-dire que j'ai expérimenté ce que peuvent ressentir dans le cours d'une manifestation des manifestants indigènes de la manifestation, ce que je n'étais absolument pas. Et donc, le travail ethnographique que j'ai accompli aux côtés des manifestants a correspondu donc d'un bout à l'autre à une véritable expérimentation sociologique assumée comme telle en tant que chercheur incognito. Là, dans les débuts de l'enquête, les enquêtés ne savaient pas que je... Voilà. Bon, alors, comment j'ai fait? Je me suis inséré dans les... Bon, je vais m'arrêter là-dessus. Vite, voilà, vous allez voir une belle photo. Elle a fait la une du Midi Libre le lendemain. Vous avez donc ici, en live, alors voilà, comment j'ai fait pour m'insérer dans les cortèges de manifestants. Alors, j'ai la première chose, voilà la photo. Je suis à gauche, là, avec le sac bleu, avec avec un carton. Alors, voilà ce que j'avais fait pour me faire remarquer par les manifestants pour être adopté. J'ai dit, vu mon âge, je passais pour un flic, ça n'allait pas. Donc, j'ai dit, il faut que je m'expose. Alors, je me suis exposé avec cette banderole que j'ai gardée comme une archive de terrain. Donc, je suis allé cagoulé au premier rang, devant les flics. Différence d'âge, les flics sont jeunes, et donc, voilà, c'est ça. Ne tire pas sur papa. Alors, effectivement, je me suis fait tirer dessus. Vous voyez, en live, vous avez la photo. Donc, ça m'a permis d'être instantanément adopté. Là, j'avais gagné mon accès au terrain du côté des manifestants. Mais le plus, ce qui m'a vraiment fait adopter, c'est le fait que quelques jours plus tard, j'ai été blessé par une grenade de désencerclement de la police qui m'avait envoyé en pleine gueule, qui m'avait été envoyé en pleine tronche, dans le visage, à dessein. Alors, j'ai plus le temps d'en parler, mais parce que côté police, je m'étais révélé comme enquêteur pour accéder au terrain. Mais je m'étais d'une manière un peu bizarre. C'est-à-dire, j'allais les voir, mais en disant, mais vous déconnez, là, vous pouvez pas faire ça, c'est illégal, c'est disproportionné. Je me faisais déjà un peu repousser sèchement et j'intervenais avec argument d'autorité. Mais moi aussi, je suis fonctionnaire dans l'exercice de ces fonctions, comme vous. Je suis chercheur au CNRS et je conduis une enquête sur les manifestations nantaises. En me présentant comme ça, il me voyait comme si j'étais un enquêteur du CNRS qui était venu de Paris par le dernier train pour enquêter spécialement sur les manifestations nantaises. Alors, j'ai pas toujours été exclu. J'ai été une fois, enfin non, plusieurs fois, mais la première fois où j'ai joué ce stratagème, j'étais embarqué dans un cortège de bac. Alors je vais vite, parce que mes techniques par les CRS et gardes mobiles, vous voyez, là, voilà où ils me mettaient. Quand je négociais avec les officiers une position d'observateur, donc là, je suis de dos, ils acceptaient que j'aille au premier rang, mais ils me mettaient toujours sur le côté. Et puis, dès lors qu'une charge se préparait ou un mouvement, ils me disaient, bon, allez, maintenant, on a assez vu. Voilà. Donc, en fait, on m'avait assigné, avec les troupes en uniforme, on m'avait assigné une position à partir de laquelle on ne voyait rien. Alors, il a fallu que j'aille voir la BAC. Alors, si, dans cette position, on voyait la BAC quand il venait un peu ennuyé. Là, il y a une belle photo aussi. Quand la BAC venait derrière les rangs de policiers en uniforme, on voit le cas ici, ils s'abritent derrière les gendarmes mobiles pour assaillir des manifestants. Vous voyez, les LBD à l'horizontale, et ils sont placés, la BAC est derrière les gendarmes mobiles ou les CRS, ici des gendarmes mobiles. Ceux-là ne sont pas contents, parce que du coup, ils sont aux premières lignes exposés au retour, à la contre-attaque des manifestants, alors même qu'ils n'ont rien fait. Bon, voilà, c'est fini. Alors, vous ne saurez pas pourquoi j'ai appelé ma communication se faire dégager mon terrain d'études. Je vais vous le dire en 2 mots, quand même, parce que c'est quand même édifiant. Donc, poursuivant mon travail d'enquête, alors voilà, vous voyez la BAC. Bon, une autre de l'observateur sur le terrain. J'ai cherché sur les archives Internet des photos où on pourrait me voir, et j'en ai trouvé pas mal, en fait. Donc, ça, c'est juste 5 minutes avant, dégage connard, où je t'écrase la gueule par terre. Voilà. Alors, voilà. Donc, c'est la dernière diapo. Voilà. Donc, j'ai continué à enquêter sur mon terrain et en 2018, au moment de la loi OR, il y avait les manifestations étudiantes sur le campus ici. Et à la faveur d'un dispositif d'observation des examens qui avaient dégénéré, il y a eu des interventions des forces de l'ordre à la demande du président de l'université, je m'étais positionné en observateur des conditions de la tenue des examens. J'interviens dans un
on va dire, dans un charivari étudiant qui met en cause le fait qu'on leur avait confisqué leur carte d'étudiant à l'entrée d'un examen. Bon, la police intervient, mais elle repart. On a avec une collègue, Marie Charvet, je la nomme parce qu'elle était valeureuse ce jour-là, on arrive à calmer le jeu. Et le soir même, on est mis en cause par le président de l'université comme ayant activement participé à un mouvement d'agression, de violence, d'intimidation des personnels de l'université. Je suis suspendu de toutes mes activités professionnelles pendant 4 mois et je fais ensuite l'objet. Alors, ben voilà ce qui se passe aujourd'hui dans l'université française. Regardez, c'est un extrait d'une décision du président de l'université qui se fait juge de la méthode ethnographique et qui dit vous considérez que votre présence sur les sites aux côtés des manifestants s'inscrivait dans le cadre de vos travaux de recherche et que votre rôle sur cette journée était celui d'un observateur, que vous étiez donc dans le plein exercice de vos fonctions. Il dit non, moi j'ai des témoignages qui disent que vous étiez un foutu manifestant violent, donc vous êtes suspendu et j'engage des poursuites contre vous. Alors bonne nouvelle, c'est pour ça que ma conclusion a été un peu longue. Enfin, j'ai difficilement accouché de ma conclusion. L'affaire qui m'oppose depuis le 18 mai 2018 à la présidence de l'université était jugée au Conseil d'État, ça avait été meilleur mot, était jugée au Conseil d'État vendredi dernier. Et le rapporteur public sur mon affaire a dit quelque chose d'important. Je ne sais pas si le Conseil d'État, qui rendra sa décision sous un mois, suivra le rapporteur public, mais il a demandé au Conseil d'État, alors d'une part, il a dit qu'un enseignant-chercheur qui participe à un dispositif syndical d'observation d'examens qui sont susceptibles de dégénérer est parfaitement dans l'exercice de ses fonctions. Quand tentant de s'interposer dans un conflit entre agents administratifs et étudiants, il est aussi pleinement dans l'exercice de ses fonctions d'enseignant-chercheur, d'autant mieux qu'il est cet enseignant-chercheur est sociologue et qu'il a pour objet les manifestations. Alors, tenez-vous bien, le rapporteur public a demandé au Conseil d'État, sur mon pourvoi en cassation, de prendre une décision qui soit en mesure, je le cite, de faire comprendre aux présidents de l'université qui ne sont pas les supérieurs hiérarchiques des enseignants-chercheurs. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas encore jugé, je n'irai pas au-delà. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle pour les chercheurs ethnographes. Et on attend la suite en espérant que le Conseil d'État suive et qu'on aboutisse à une décision qui soit de ce type. Parce que là, clairement, mon patron universitaire, enfin celui qui se croyait pour mon patron, dit non. Votre statut, il est dentiste de formation. Hein. Moi, je ne me serais pas permis de critiquer une méthode d'implantation d'implant dentaire. Lui, il l'a fait pour une méthode de sociologue. J'ai donc ainsi été dégagé, d'où le titre, par mon université, mon président de l'université. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Bon, je mettrai le texte sur HAL. Je mettrai le texte sur HAL très rapidement. Ça sera ma dernière pause. Bon, parce que clairement, mes dispositions d'enseignants-chercheurs et de chercheurs ne sont plus ajustées à l'état actuel de l'université. Je m'en vais. Je pensais rester jusqu'à 65 ans, mais je pars à la retraite dès que je peux. Je ne suis plus ajusté. Les nouvelles générations sont contraintes bon, je vais quand même faire un truc, parce que pour rendre compte de ça, j'ai forgé un concept qui est celui d'enchèvement. C'est le processus par lequel les présidents de l'université tentent à se faire les chefs des enseignants-chercheurs qui ont pourtant une indépendance statutaire spécialement garantie par la Constitution, il faut le rappeler. Excusez-moi pour ce post-scriptum.